Eh bien, chers amis, salut, bienvenue à votre émission. Que sont-ils devenus? Eh bien, dites-vous bien qu'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme qui a eu plusieurs vies. On va dire ça comme ça. On l'a connu flambeur, on l'a connu dans la joie, le prince de la nuit, comme on dit. Et puis on l'a connu également dans des moments difficiles, en tout cas un parcours de vie assez particulier. Monsieur Pierrot Lavater, bonsoir, bonjour, comme tu veux. Bonsoir Michel, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Et merci de m'avoir invité à nouveau. Alors justement, quand j'ai parlé d'un homme à plusieurs vies, est-ce que tu t'es reconnu un petit peu dans ça? Absolument. Ouais. Absolument, plusieurs vies où à chaque fois je renais, je recommence. Un phénix, quoi. Voilà, je recommence quelque chose. Mais jusqu'ici, je ne m'en plains pas. C'est le destin qui fait. Oui, il y a des gens qui ont une destinée toute tracée. Alors là, on va remonter un peu plus le temps avec toi. Vous allez le connaître, vous avez vu, vous allez voir, vous avez déjà vu, vous allez voir que c'est un homme qui a pas mal d'expérience, beaucoup d'expérience. On va très, très, très loin dans ton passé, dans ton enfance même. Qui côté où vivre, dans quel quartier, des familles, enfin... Est-ce que tu es un homme du peuple dès le départ? Non. Non, je suis... Tu es issu d'une famille, on va dire... Enfin, mon père, c'est, comme on disait avant, c'était un des bourgeois de Fort-de-France. Un notable, on va dire ça, ouais. Notable. Et à la maison, on se vouvoyait. Hein. C'est-à-dire que nous, entre nous, enfants, les parents se vouvoyaient. Pas tenir pas la caillou? Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. On avait deux servantes qui habitaient sur site, parce que mon père avait un immeuble à la rue Lamartine. Oui. On avait deux servantes qui vivaient sur site et jusqu'ici, j'oublie, je retiens leur nom, c'est Rosemary et Juliette. Ah ben voilà. Et tout petit là, cette époque-là, au Timamayou, là. Ouais, voilà. Rosemary et Juliette. Donc tu es avec des servantes, famille, voilà, ici, on va dire. On entrait à table avec les parents. Il n'y avait pas le coude sous la table. Il y avait, l'après-midi, il y avait des leçons de port, de se tenir, comment se tenir à table. Bon? Parce que le samedi, mon père invitait les autres notables de Fort-de-France et nous étions à table aussi. Donc Il fallait se tenir bien devant les gens, comme on dit, quoi. Il fallait se tenir bien. Bon, j'ai vécu ça. La musique antillaise, je n'ai pas connu. C'était le voisin, M. Régis, qui jouait... Il y avait un piano chez toi, par exemple? Il n'y avait pas de piano, mais qui jouait le Mozart. Mon père avait une clarinette que lorsqu'il partait, on la prenait pour souffler dedans. Mais on faisait que des fausses notes. Mais c'était que de la musique classique qui était... Tu avais des frères, donc éducation, on va dire, bien guindée, quoi, etc. Et puis, est-ce que tu avais des sœurs? Oui, j'ai une grande sœur que j'ai pas connue que de notre lit de mon père, que j'ai connue à la mort de mon père. J'ai une petite sœur qui est là, qui est en métropole, un petit frère, et j'ai mon grand frère Bernard aussi. Le médecin. Qui fait des études à Bordeaux en cette période-là. Ouais. Voilà, donc tu grandis comme ça, scolarité. Et pendant ta scolarité, déjà, scolarité primaire, est-ce qu'autant dit bonhomme ciré, est-ce qu'autant meneur, comment tu te définis à cette époque-là? Pas tellement. Ce qui a changé dans ma vie, c'est à la mort de mon père. Bon. Alors, à la mort de mon père, ce qui s'est passé, c'est que, je le dis, moi, je n'ai pas connu ma mère. C'est-à-dire que quand mon père est décédé, on me dit, voici, cette dame, c'est votre mère. Donc, il y avait un choc qui s'est passé, et au fait, il fallait réfléchir... Et digérer tout ça, quoi. Comment avancer dans la vie. Bon, ça t'a marqué? Ça m'a marqué, mais ça m'a forgé aussi, parce qu'on peut prendre diverses directions. On peut partir dans la délinquance, ou on peut... moi, Dieu merci, j'ai fait autrement. J'étais brillant en classe. Très bon élève. Très bon élève. Aussi bien en primaire qu'après au collège. C'était très bon. Et quand j'ai dit au professeur, il y a une chose qui va se passer, je vais quitter l'école pour pouvoir travailler et permettre à mon petit frère, à ma petite soeur de partir faire des études. Et il m'a dit jamais. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. 15 ans, ouais. J'avais 15 ans. Il m'a dit jamais. J'ai dit non, je suis obligé. Nous avons discuté longuement. Et à ce moment, il m'a dit, on fait un deal. Tu vas faire ce que tu veux, mais tu viens... C'était M. Denise, l'ancien président du Goodlock, qui habitait au Terre Saint-Ville. Il m'a dit, on fait un deal. Tu vas travailler, mais tu viens tous les jours
faire du devoir chez moi. Et je faisais ça. Et le côté où j'étais le petit notable, petit bourgeois de Fort-de-France, parce que ma mère n'avait pas les mêmes moyens que mon père, j'ai connu l'autre côté de la le revers de la médaille. Voilà. Et ça aussi m'a forgé, ça m'a permis de voir les choses autrement. Donc ce côté-là, où on avait des gens de disposition, on n'avait plus ça, on n'avait plus les acquis qu'on avait avant. Et ça m'a amené à voir les choses autrement. J'ai bossé. Mon premier job, je l'ai fait dans une station d'essence, laver des voitures, de 15 ans. Après, j'ai continué. J'ai envoyé, ma petite sœur est partie. Ensuite, mon petit frère est parti. Donc, c'est toi qui as financé tout ça? Ouais. Donc, voilà. Donc, ta petite théorie, donc, je me suis en quelque sorte sacrifié. Mais bon, je ne regrette pas. Et puis, à partir de cela, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour moi? Bon, j'ai continué à étudier, mais tout à fait en dehors de l'école. Et ensuite, je suis dans mon travail, et qui était le monde de la nuit, puisque c'est là que j'ai rencontré Berly Glodon, très jeune, hein. Et je faisais mes jobs de barman. Et après, je ne sais pas si m'a trouvé brillant, je suis devenu directeur artistique, je suis tombé dans le monde de la nuit, d'où j'ai vécu au Tam Tam, j'ai vécu avec les Rico Diaz, qui habitait le Tam Tam. Nous avions justement, on te voit là justement. Alors, là on voit le barman là. Et j'ai reçu Jacques Michelin, il me parlait de Pierrot. Tu étais non seulement le barman, mais à la fois, Berly te confiait pratiquement la responsabilité de la boîte. Quoi, oui, alors la photo qui est là, j'étais directeur artistique, c'est le Manicou Night. Ça, c'est une photo du Manicou. Mais pour revenir sur le Tam Tam, effectivement, un moment, Berly me confiait. Et c'est là que j'ai fait plein de rencontres, parce que j'habitais sur site, j'habitais au Tam Tam, déjà très jeune, j'habitais au Tam Tam, et il y avait d'autres musiciens comme Combo, Géry, qui habitaient, et Sou habitait ailleurs, mais il y avait Combo et Sou qui habitaient là. Et en fait, c'était une famille, quoi. Alors, tu as lié amitié avec ces gens-là? Ah oui. Marois également aussi. Marois, c'est mon vieux frère. Nous avons des anecdotes pas possibles, Marois et moi. C'est un type que j'adore, qui est d'une humilité formidable. Voilà. Donc, en quelque sorte, tu te définis comme un autodidacte. Tu as tout appris par toi-même. Voilà. Tu n'as jamais suivi de hautes études. Tout ça, ou apprendre, c'est vous-même qui investit. Et c'est pour ça que je dis que ma vie, c'est à plusieurs étapes. J'ai plusieurs vies. La période de mon père, c'est une vie. La deuxième partie, où je dois me débrouiller, c'est une autre vie. Ouais. Ça, et puis je continue ma vie par étapes. Mais ça te forge, en fait, hein, parce que quand tu rencontres des difficultés, tu te dis, bon, au fait, tu as rencontré d'autres difficultés qui étaient plus dures que ça, et puis tu avances. Par exemple, je t'ai vu derrière. Tu as eu une formation de barman? Non. Non, j'ai pas eu la formation de barman. Tu n'as pas fait d'école hôtelier? Non, du tout. Tu travailles, et puis bon, voilà, dans le temps, tu travaillais à faire des cocktails. Tu as fait tout ça, et puis après, bon, c'était comme ça. Au Tam Tam, tout le monde a planté, on va faire planter, et puis bon, et on va aller directement au but. La manière qu'on va aller là, est-ce que tu t'es senti toujours une vocation d'homme d'affaires? Est-ce qu'un homme d'affaires, un homme à business, un homme qui crée, un homme, tu vois, qui s'engage, quoi. Tu investis, quoi. Même pas. Il y a des choses qui se sont passées chez moi qui étaient innées. Ça veut dire que si je décidais de faire quelque chose, j'allais. Je faisais la chose jusqu'au bout. Feeling, quoi. Pour me faire plaisir. Je prends l'exemple. La première voiture noire qu'il y a eu à la Martinique, c'est moi. J'ai eu il y avait des tractions avant, puis quand même, non. Il y avait des tractions noires, les grandes voitures. Ça, c'était, on voyait, des voitures d'époque, une voiture comme ça, des tractions, tu avais des tractions comme ça. Mon père en avait une, avait une 203 Peugeot, je me souviens. Bon, tu avais ce qu'on appelle les Buick, c'était vieux. Ouais. Mais les voitures nouvelles, là, la première qui est arrivée, les gens m'ont dit, purée, c'est pas vrai, c'est... Parce que j'avais ma voiture de course que j'avais... On va arriver là, tout à l'heure sur le secteur course. Donc, première voiture, non, c'était une BMW? Oui, non, c'était une Toyota que j'avais achetée, neuve.
Et en allant chez moi, à Gaudissart, je vois la même, qui me croise, la même couleur, en TT75, qui sortait de métropole. J'ai dit, ah non, ne peut pas être cette voiture. Et j'ai emmené cette voiture-là chez Bulliard, pas chez Bulliard, chez Dumas, et j'ai dit, de peine la voiture. Il m'a regardé, il dit, la voiture était neuve, la voiture avait que 3 jours que j'avais prise au garage. Vous faites peine le toit noir, black. La semaine d'après, je vais, et la voiture était identique, il n'avait pas fait. J'ai dit, mais je te dis, de peine en noir. Et effectivement, quand il a fait, comment le toit me dit, merde, tu vas. Mon enfant bêtise. Et mon copain. Il était déçu, le mon copain qui est ouais. décédé, on va chez Elvan. Et Edouard, c'est un gars qui avait un magasin de pièces auto au pied du lycée. Et j'achète des jantes chez lui et je mets sur la voiture. La voiture sort d'une beauté. Et cette voiture, alors, toujours est-il, notre esprit martiniquais, parce qu'on m'a vu avec la voiture pendant 2 ou 3 jours. Ouais. Mais on m'a dit, mais est-il auto? Je dis qu'on m'a saisi. Alors, bruit couille. Ouais, je te dis. Nouveau, ben, là, maintenant, là, ça n'avait rien à voir avec la voiture que tu avais achetée. Bruit couille. Je saisis l'autopiro, monsieur. Vous n'avez pas payé. Et puis le samedi, j'ai été pour une voiture le samedi matin. Là, je descends, parce que j'avais un truc de location de voiture à l'hôtel L'Impératrice. Là, je descends, bon, la route, nous t'en avec à tomber, bling, bling, mille toits. Je m'amusais comme ça, mais je m'amusais pour m'amuser. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire, pas pour les gens, mais je crée quelque chose, c'est unique. Oui, mais on va avoir peut-être des images de toute cette époque-là, des voitures, etc. Est-ce que tu te considères comme un provocateur, en quelque part? Du tout pas. C'est les gens qui interprètent. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour moi, pour me faire plaisir. Je prends un exemple. Les gens qui ont connu ce magasin qui s'appelait Mazarin. Oui, le tailleur, là, oui. Il y avait une chemise qui coûtait très cher. À ce temps-là, je travaillais mes jobs, mais je prenais l'argent, je mettais dans une boîte de chaussures pour payer le voyage de ma petite soeur. De tes frères. Eh bien, j'ai cotisé, j'ai mis dans une boîte de chaussures pendant 3 mois pour me permettre d'acheter cette chemise. C'est ça ton objectif, c'est des affaires de money, chemise d'Allah. Mais je ne l'ai pas acheté pour les gens, je l'ai acheté pour me faire plaisir. Tout ce que je fais, c'est pour me faire plaisir. Donc je suis jamais être provocateur, c'est vraiment être ridicule. Celui qui est, bon, il est à côté de la plaque. Moi, je fais, et puis les autres peuvent dire ou regarder. Je me fais toujours plaisir, parce que je ne sais pas à quel moment que je ne pourrai plus me faire plaisir. Voilà, c'est ça. C'est très, très, très important. Enfin, c'est-à-dire que c'est une manière de fonctionner. Bien évidemment, il y avait des jaloux, etc. Et puis, à un certain moment, la course automobile, tu avais quel âge quand tu t'es lancé vraiment dans ça? On voit que tu fais de l'entreprise, ou quoi, louer l'auto, quoi, ou tu es un petit peu un businessman aussi? J'étais à l'hôtel L'Impératrice, c'est-à-dire que je gérais la location de voiture de Berly-Glodon. Oui. Parce que entre-temps, je suis parti sous la Guadeloupe. Je suis allé faire un stage d'électricien en bâtiment. Voilà. Quand je suis retourné à la Martinique, je rencontre Berly à nouveau. Je dis, Berly, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, si on fait un truc de location de voiture. Il me dit, banco. Et puis, nous allons chez Fiat. Ils achètent des Fiat 127. Et puis voilà, et c'est comme ça dans ce truc-là. J'ai récupéré une Fiat 127. J'ai monté un orceau, la ZAM se criait. J'ai vu Hector André, qui était le président de l'association. Et puis, voilà, j'ai fait ma première course à Bassignac. Ensuite, j'étais tout nouveau, donc j'apprenais. Il fallait modifier des moteurs, donc j'apprenais. Et on a décidé de faire le Grand Prix de Fort-de-France. Donc, vous faites mécanique aussi en même temps, maintenant? Ah, j'ai appris à faire la mécanique. Alors là, par exemple, on voit un dérapage contrôlé, ça, oui. Ça c'est le Grand Prix de Fort-de-France, où on est dans le virage de la caisse d'épargne. C'est-à-dire qu'on sort du Général de Gaulle et on va vers la rue de la Liberté qui amène vers la préfecture. Et là, je passe littéralement sous 2 roues, mais il y avait du monde. Attends, quand tu dis je passe, c'est où qu'on conduit là? Mais bien sûr que... Alors, comment on va photo en monde, alors? Mais pourquoi nous t'as dans l'organisation, tout ça? Mais non, là, tu es pilote aussi. La pilote, ça, c'est le Grand Prix de Fort-de-France, où je m'amusais à faire ça, à telle enseigne que je mettais sous la voiture
l'autocollant du sponsor. Et à chaque fois que j'avais une photo, je l'emmenais pour le sponsor. Mon sponsor, c'était M. Bichara, qui avait Philippe Salvé. Et je m'habillais. On a d'autres photos automobiles peut-être avant. Mais là, on a regardé ça. Au concepteur, tu m'as dit que tu as fait des mécaniques, etc. Mais pour faire des bagages, ou peut-être tête brûlée aussi, c'est-à-dire que tu voulais oser. Ouais. Oui, mais il faut toujours oser. J'ai toujours osé dans ma vie. J'ai toujours osé. En fait, quand c'est celui qui n'ose pas, bon. Il ne réussit pas, ouais. Voilà, il faut toujours oser. On peut perdre, on peut gagner. Je ne suis pas un joueur, hein, par contre. Hein, non, tu n'as pas ce vice-là, comme on dit, non? Je ne sais pas. Je ne suis pas joueur. Ça t'a jamais intéressé, ça, ouais. J'ose sur des trucs, sur quelque chose qui apporte quelque chose, voilà. Sur un support qui apporte quelque chose. Sur le sport automobile, bon, je l'ai fait parce que je ne voulais pas faire un sport collectif, je l'ai expliqué l'autre jour. Sur le sport automobile m'allait très bien. J'avais un copilote comme Jojo Vaton, que je salue, qui a fait des rallyes avec moi, plusieurs rallyes avec moi. Mais c'était formidable. Et puis les gens qui étaient dans le sport automobile, comme Gérard Plongeur, comme tous ces gens-là, et puis il y avait Luc André et tout ça. Bon, c'était une famille en quelque sorte. Hein. On avait le plaisir de se rencontrer à chaque fois, tous les mercredis. C'est bien avoir d'autres images de cette époque Alors c'était les Bassignac, la route de Fontaine-Denis, tout ça. Alors, tu as vu tous ces... Ah oui, Bassignac, j'ai fait Bassignac, la Ronde du Nord, le rallye Madinina, les courses de côte, toutes les autres courses de côte, mon raquette, tout ça. Ouais. J'ai fait tout ce côté. Comme j'ai couru en Guadeloupe aussi, j'ai fait... Ah bon? Ah ouais. Oui, j'ai couru en Guadeloupe, j'ai fait Porte d'Enfer en Guadeloupe, c'était une course terrible, cette course-là, je me souviens. Terrible, terrible. Oui. Donc voilà, une activité automobile. Tu t'étais investi dans la course même, dans le côté technique et également dans l'organisation. À ce moment, tu m'as dit que tu étais même commissaire. Dans l'organisation, après, je suis parti à Bordeaux prendre ma licence de directeur de course. Ah bon? Ouais. J'étais prendre ma licence de directeur de course à Bordeaux. Je suis retourné à la Martinique. J'ai officié, donc il n'y avait que 2 directeurs de course, il n'y avait qu'un seul, c'était Hector André. Oui. Et je devenais le 2e directeur de course. Donc j'officiais avec lui et ma première course, c'était celle du Grand Prix de Martinique, où on a eu ce drame avec Alphonse. Et je suis la dernière personne à qui il a adressé la parole. Avant de mourir. Puisque c'est moi. Je passais parmi les voitures, entre les voitures, pour pouvoir regarder si les gars avaient bien le casque attaché, bien sanglé la ceinture. Et nous avons discuté jusqu'à ce que je lève mon drapeau pour donner le point de départ à Hector André, et qui donne ce départ, et puis voilà. Mais le jeune Jean-Joseph, là, comment ça s'appelle encore? Serge? Mais non. Simon. Ouais, voilà. Simon. Tu as vu l'émergence de Simon? Ah oui, mais Simon, c'est on va dire que c'est ton fils, non? C'est un génie, Simon. C'est un génie. C'est un garçon hors norme. Alphonse était très fort, mais Simon, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Alphonse était fort dans sa conduite. C'était un garçon charmant, souriant. Ça, c'est les côtés qui m'ont touché dans le sport automobile, ainsi que j'en parlais, le petit Gestel qui a eu aussi un accident. Ouais. Moi, cette fois-ci, j'étais directeur de course. Et quand tu es directeur de course, tu as la responsabilité de tout. C'est-à-dire que tu es président d'association, oui. Mais quand tu es officiel de la fédération, tu n'es plus dans l'association. Tu es hors de l'association, tu représentes la fédération. Ouais. Et ce jour-là, comme je l'ai expliqué l'autre jour, je demandais à Luc André, qui était président de la ZAM à l'époque, de me donner tous les moyens pour faire la spéciale d'Alphonse. Je dis, si je n'ai pas les moyens, si je n'ai pas de CB, je ne le fais pas. On a longuement discuté. Tu me parles beaucoup de Luc, mais tu n'as pas beaucoup travaillé avec Calixte. Oui, ouais. Christian, c'est notre pote. Christian,
Christian, c'était dans l'autre association, à la ZATROPIC. À la ZATROPIC, oui. Voilà, et nous, j'étais à la ZAM, mais nous sommes des frères. C'est-à-dire que quand il y a des courses, tout le monde se regroupe. Christian aussi est devenu commissaire. Il a couru, Christian Calix. Après, il est entré il était président de la ZATROPIC. Après, il est devenu commissaire sportif, directeur de course. Donc, c'est une famille. C'est-à-dire, même il y avait les deux hasards. Ouais. Mais c'était une famille, on se retrouvait tous ensemble lors des réunions, que ce soit les réunions de la ZATROPIC, on trouvait tous les membres de la ZAM, la ZATROPIC, et réciproquement. Alors, on va retourner sur certaines époques également. À un certain moment, tu étais également président de sport collectif en handball, du côté de Trinel, de Briand. Non, de Briand. Ouais. C'est-à-dire que de Briand, voilà. J'ai habité de Briand. Et bon, il y avait des amis, beaucoup d'amis à Debriand. Et on m'a interpellé pour pouvoir prendre l'association à un certain moment. La présidence de l'association. La présidence. Donc j'étais vice-président, et puis après, bon, j'ai pris la présidence. Mais je voulais faire autrement. Ouais. Je voulais faire autrement, et j'ai fait autrement, ce qui a mis ce club à un niveau dans la communication. C'est-à-dire que peut-être que j'étais un peu trop loin. Par exemple... En Martinique, tout le monde, côté média, on connaissait l'espoir de Floréal, voilà, etc. Mais par exemple, même au niveau de la métropole, j'ai fait connaître le club. Quand vous faites j'avais fait un journal... Par exemple, là, on te voit là. C'est quoi? Alors là... On était dans l'automobile du jour? Non, là, j'étais... à l'espoir de Floréal, j'ai été récompensé par le COSPA comme meilleur président. Ah bon? Ouais. Il était récompensé par le COSPA comme meilleur président de la Martinique en sport. Ouais. C'était Camille. Là, tu es avec qui là? Là, je suis avec le capitaine de l'équipe de France. Oui. Comment il s'appelle l'anglais? Oui. Karabati. Ah ouais. Ça, c'est à Montpellier. Ah oui, Karabati, il est là toujours maintenant. Oui, il est là toujours. Oui, il joue toujours. Donc tu as côtoyé toutes ces personnes-là. Mais c'est la jet set, là, on est déjà dans notre équipe. Il joue au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, ce sont des gens que tu as côtoyés. Et mais... Tu as participé, comme tu disais, à la promotion du handball à la Martinique. Voilà, c'est-à-dire que je suis, même à la fédération, que je suis arrivé à la fédération avec... j'avais amené à peu près une centaine un petit journal que j'avais fait qui parlait de l'histoire du club. Alors, le président de la fédération me dit, mais... C'est quoi? Vous êtes le président de la Ligue, c'est quoi? Je lui dis non, c'est un club. Il me dit, un club qui fait ça? Et d'autres présidents de club étaient là, c'est pas possible. Et là, j'ai fait connaître l'espoir de Floréal. Tu étais un ambassadeur du sport aussi, à ce moment-là, oui. Je tiens, si tu me permets, de remercier quand même des personnes qui œuvrent pour notre jeunesse. Je tiens à dire merci à la famille Oyoren, qui m'a énormément aidé et qui aide énormément au niveau des jeunes. Il faut dire ça, la famille Oyoren. Et j'ai une anecdote que je veux dire. Quand je suis allé voir... Tu parles de Raphaël, en fait, toute la famille en général. Jean Oyoren, tout. Quand je suis allé voir Air Caraïbes, pour dire, bon, voici, j'ai un projet. La directrice m'a dit, qui était là dans ce temps de communication, m'a dit, bon, vous savez, on travaille qu'avec les ligues. Je lui ai dit, écoutez, madame, laissez-moi faire, ne faites rien. Je fais quelque chose et vous allez voir si vous êtes d'accord. Ce que j'ai fait, parce qu'il faut qu'on le dise, je vais prendre le temps de le dire, Joël Abati, qui était champion du monde, champion olympique, champion de France, champion d'Allemagne, un enfant de Gaudissart. Donc, j'ai dit, c'est pas normal qu'un enfant de Gaudissart ne puisse pas être reconnu à la Martinique. Donc, j'ai fait une fresque. J'étais l'un des premiers à faire ça, sur un bâtiment de 42 mètres carrés à Gaudissart. Ah bon? Les gens passent, ils voient ça, ils savent pas que tu es à l'origine de ce truc-là, quoi. Alors, cette fresque-là, je l'ai fait spécialement près des gars qui sont là, qui ne travaillent pas. Des petits bonhommes dans le kiosque, tout ça, ouais. Voilà. Et quand j'étais voir ces garçons, j'ai dit, bon, je fais ça. Et on m'a dit, oh, bonhomme, sorti là, ben, comme ça. J'ai insisté. Au bout d'une heure, nous avons discuté. Et c'est pour ça que je dis que des fois... Il faut savoir parler aux jeunes aussi. Ouais. Voilà. Et le jeune me dit, c'est un Haïtien qui m'a parlé, parce que l'accent c'était ça. Il me disait, si tu es des gens qui ont venir parler à nous,
Nous devons comprendre. Mais le gars te dit que copain, à un temps, a fait 3 000 €. Hein. Je te vois venir. 3 000 €. Donc, mais on a le même problème qui continue. Tu vois. Bon, on est en train de remonter le temps, mais le problème est là. Il s'est amplifié. Il s'est amplifié. Et ça, je me souviens de ça. Et je les avais pris le dimanche pour l'inauguration de la fresque. J'avais invité le préfet, j'avais invité le maire de Fort-de-France, le président du conseil régional, Madame Manin qui était présidente du conseil général. Il y avait plus de 300 enfants qui ont défilé, fanfare, majorette, tout ça. Oui, oui. J'avais fait recouvrir la fresque avec un grand tissu. Le cas dévoilé, voilà. Officiel, quoi, ouais. Et j'avais demandé aux gars de venir faire la sécurité. Je te jure, quand je suis arrivé à 4 h du matin, à 5 h, je vois des gars sur le bâtiment. Je vois un gars avec un fusil sur le bâtiment. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors j'appelle les copains, il dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça arrive moi, ouais. Il dit, nous, assurer sécurité, préfère. Ah, c'est vrai, non, tu rigoles. C'est tout d'amour. Moi, je vais dire. Mais il y a un mec qui a capoté les préfères. Mais non, c'est pas ça, me disent autres, préfère. Mesdames et messieurs, l'anecdote. Des fois, ça sert à des choses, et vous avez vu, ils sont fidèles, ils ont cassé le pied haut, et on dit, on fait sécurité, mais on va faire sécurité. Et alors, moi, je raconte ça au préfet. Le préfet me dit. Le préfet me dit, rassurez-vous, monsieur Lavater, mes gars, depuis une semaine, sont sur le terrain. Oui, il m'a dit ça. Mais bon, les gars c'est gentil, ça s'est très bien passé. On a une très belle fresque à Gaudissant. Et puis après, j'ai vu que de tout Fort-de-France, on met des fresques sur des bâtiments. Oui. J'ai dit, c'est bien, c'est comme j'avais... Tu as été des pionniers, on va dire, dans cette affaire-là. Par exemple, j'ai fait la journée de sport, c'est sûr avoir l'image sur la savane, voilà, contre la violence. Contre la violence. Ça date de combien d'années à peu près? Alors j'ai fait ça en 2013. Ah, c'est quand même... 2013. Alors qu'est-ce que tu entendais par là? Faire une journée comme ça, rassembler des jeunes? Alors j'ai rassemblé, c'est-à-dire que j'avais tous les clubs dans le bal, des enfants, d'écoles d'enfants dans le bal, que j'avais rassemblés sous la savane. On avait fait un tracé pour faire des terrains de balle, faire un tournoi. Oui, symboliser les terrains. Ce jour-là, il y avait le tour cycliste de la Martinique qui venait aussi. Qui arrivait aussi. Donc c'était la culture du sport. Et le soir, j'avais fait un concert avec Marcy, Orlan, Tony Chasseur et Anthony Drou sur la savane. Donc j'avais fait sport, culture, voilà. Voilà. Effectivement, gros public des manifestations qu'on aimerait revoir. Ce qui me fait plaisir, c'est que je constate qu'il y a des gens qui ont repris cette idée-là, l'initiative et ils font des trucs sur la savane, le sport sur la savane, c'est très justement, bien. Tu as considéré que la savane pouvait être un espace où on pouvait montrer la réalité martiniquaise. S'approprier et faire quelque chose de bon, quoi. C'est tout. Le dimanche, c'est rien. Avant la savane, ça jouait la savane dans le temps. Non, mais c'était un autre concept, l'aller des soupirs, comme des confiants. Ça avait une vie, le kiosque. Club colonial qui entraînait football le mercredi après-midi, mais je connais, moi, j'étais là. Donc, tu estimes que tu as quand même, à travers tes activités, tu t'es investi dans la société martiniquaise. Est-ce que tu peux dire est-ce que toi tu sais parler aux jeunes, par exemple, jusqu'à maintenant? Tu sais, alors juste l'anecdote, ce qui m'est arrivé hier. Je suis à la station d'essence, je vois un jeune qui vient, il me dit, hey, tonton, vous prenez 5 €, bah moi, je fais l'essence, je pas de naissance. Je lui donne 5 €. Mais je vois qu'avec sa voiture, il fait un sans cesse dans la station pour alors que tu es là toujours. Positionner. Et il m'a dit, merci tonton. Et je descends. Je vais le voir. Je dis, tu vois, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Tu es parti en sans cesse dans la station. Imagine-toi que quelqu'un arrive en face et que tu te fasses emboutir. Voilà. Et il m'a dit, tonton, on y raison. Je dis, n'oublie pas ce que je viens de te dire. Ne m'oublie pas non plus. Et puis, il me dit, merci tonton, Dieu a dit demander et on recevra. J'ai rigolé, mais ces jeunes-là sont des jeunes en difficulté, mais il faut être là. Bon, maintenant, la solution,
Qui là? Je ne sais pas. Toi, le rapport que tu as, c'est pratiquement comme ça quand je fonds. Dis quoi, dis bon, il y a dedans, il y a du bonjour. Bah, oui, il faut. Il faut n'y pas le Parce que si on les rejette, ça simplifie. Ou en comparaison, on va passer mais bien sûr. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, justement, nous avons sur ce CTA. Politiquement, vu tout ce que tu fais avec les jeunes, est-ce que tu as déjà eu des appels de phare? Est-ce que tu as déjà sollicité pour faire partie de liste, pour t'engager dans la chose politique, on va dire ça comme ça? Alors, très longtemps, c'est un ami qui était au sport automobile qui m'avait sollicité. Il m'a dit, Pio, viens au sport, viens à la politique. J'ai dit que je ne fais pas ça. Je ne sais pas. Pour moi, la politique avait une image où les gens... T'étais sale, quoi. Montaient, un truc comme ça. Parce qu'ils me disaient... Bah, par exemple, si un bouc m'a demandé mon bouette pour le samedi, il m'a dit bouc là, ok, mais le samedi, on n'a pas venir. Il m'a dit, tu comprends, je veux faire ça, il fait ça. Mais ce qui m'a fait me rapprocher de la politique, oui. C'est-à-dire que j'avais démissionné du club, parce que j'avais fait quand même 14 ans, là, je voulais prendre un peu de recul. Quoi, ouais. Et j'avais vu que le comité du club, la liste des membres du club se retrouvait sur une liste en politique. On m'a dit, mais non, on ne peut pas se servir du club pour faire la politique. Mais c'est ça. C'est pas possible. Parce que j'ai pas fait de la politique, mais il y a quelqu'un que j'ai toujours admiré. Parce que, habitant là où il a Martine, j'allais écouter petit, avant que mon père ne meure, j'allais écouter les discours de M. Aimé Césaire, qui était dans l'arrière-cour d'une ancienne mairie où il y avait la caserne des sapeurs-pompiers. C'était petit bonhomme. Et quand j'entrais, je prenais mes coups de cravache. J'allais écouter ce monsieur. Donc j'avais une adoration pour ce monsieur qui ressemble énormément à mon père. Mon père ressemble énormément à Aimé Césaire. Le politique ou le poète? L'homme de lettres ou alors le politique? Les deux? Les deux. Les deux, mais plus l'homme de lettres. Et je te jure que quand j'étais malade en France, moi j'allais dans les collèges où c'est écrit Aimé Césaire. À Villejuif, tu as des collèges Aimé Césaire. J'allais visiter. Et les photos, j'allais visiter ça. Et pour revenir de ce truc de politique, ce monsieur m'a toujours interpellé. Toujours inspiré, interpellé. Et j'ai regardé son parcours dans son parti. Et quand on a fait ça, j'ai dit non, on ne peut pas aller faire ça contre Césaire. Et Césaire mettait en place Serge Letchimy. Moi, je suis allé voir Serge Letchimy et je lui ai dit, j'avais jamais voté dans ma vie. Jamais voté, j'ai pris ma carte, j'ai voté et je lui ai dit que voilà, je me rapproche du parti de Césaire. Et jusqu'ici, bon, j'ai pas de problème. Cette affinité-là. On ne va pas rester trop longtemps sur la chose politique. Et puis il y a une période de ta vie où moi, quand je t'ai connu après, où il paraît que tu es grand chasseur, tu es calé. Qui me dit à nous tirer fusil? À qui est où? Comment c'est que. Il faut savoir que. Tu avais un club de chasseurs. Non, mais il faut. Tu as un accident, ça, mon gars, aussi. Oui, il faut savoir que les Glodons avaient un centre de tir. La citadelle au diamant. Citadelle, ouais. Voilà. Donc c'est là la passion du tir est venue. Après, j'ai fait du tir à la batterie à Trinité. Et c'est de là que je suis parti. Je partais à Cuba à plusieurs reprises avec les Glodons, avec Laurent Marie, celui qu'Attilo. On partait, toute cette bande-là partait à Cuba. J'allais chercher. Voilà, on allait chasser à Cuba. Donc tu connais Cuba très bien aussi alors? Ah oui, tout le temps j'allais avec le docteur Gervaise qui était... Tu avais amené il n'y a pas de photo de cette période-là, non? On aurait bien aimé voir. Non, changer un petit peu. Non, je n'ai pas de photo de cette période-là. Oui. Bon, mais on allait à cette période-là chasser. Bon, effectivement, j'ai eu un accident. Mais un accident très bête. Avant de partir à la chasse, c'est moi qui l'incite à faire un parcours de chasse. Et puis voilà que tu le pars, bon, l'appareil, le lanceur de pigeons me prend à bout portant. Et bon, je perds l'œil, voilà quoi. Et bon, mais au fait, je suis vivant. C'est le plus important. Je suis vivant, c'est ça. Mais et dans ça, aussi, ça m'a forgé dans l'amitié. Dans l'amitié. Parce que quand j'ai perdu l'œil, je suis assuré, le club, hein. Et l'assurance me dit,
de porter plainte contre lui, de porter plainte contre la fédération, de porter plainte contre On va t'indemniser la Ligue, et je touche 6 000 € par mois à vie. À vie? À vie. On dit non. Et au bout de quelques années, c'est comme ça que se passe dans l'assurance, on rachète le contrat. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est ça, l'amitié. 6 000 € par mois, c'est pas même. Oui. Mais c'était ton club aussi, il faut dire ça. Puis c'est pas mon club, c'était, en quelque sorte, cette personne-là, c'était mon beau-père. Ouais. Donc, je ne voyais pas faire ça. Non, c'est moi, ça. D'autres personnes me disent, puis oh, son couillon, imaginez quoi. Mais oui, c'est l'assurance, ça, c'est pas beau-père. Mais je ne me voyais pas porter plainte. Je ne me voyais pas porter plainte, c'est pas dans mes cordes. C'est pas dans mes cordes. C'est ça, l'amitié. Je peux prendre un exemple. Je suis descendu de l'arène pour quelqu'un, là, pour me battre pour cette personne-là. En faisant ça, je perds un contrat de 6 000 € par mois. J'ai avalé la couleuvre, mais la personne, en quelque sorte, vit aujourd'hui tranquillement, elle fait ses affaires. Mais j'ai perdu ce contrat-là, un contrat professionnel, j'ai perdu ça. Voilà, on va passer tout ça. Donc, vous avez compris qu'on a affaire à quelqu'un qui a des expériences de vie extraordinaires, du bon, du moins bon. Et puis, il y a un gros point d'interrogation concernant, là, pendant que tu fais tout ça, évidemment, tu fais du sport, tu es contrôlé régulièrement, quoi, fait tes visites médicales ou tout bagage, ou bien quoi? Oui, parce que dans le sport, je suis obligé de faire un contrôle médical pour pouvoir pratiquer le sport. C'était ça. Bon, après, quand j'étais président, non, bon, maintenant, si j'avais quelque chose, je voyais mon frère, qui est cardiologue, qui me suivait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc on arrive à un tournant. Alors d'abord, je vais te poser quelques questions pour voir comment tu abordes ça. Et tu vas nous parler d'un élément très, très, très important. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu es croyant, quoi? Alors, je sais pas. Je peux dire. On est à cœur ouvert là. J'ai pas de souci là-dessus. Oui, mais je ne suis pas pratiquant. Tu n'es pas pratiquant? J'ai une expérience, si tu me permets de la raconter. Je ne demande pas aux gens de me croire. Hein. Cette personne dont je te parlais, le docteur Gervais, a fait un AVC. Et je me souviens, j'avais un petit studio. Et je suis allé le voir à l'hôpital, il était à la Ménard. Et j'entre dans ce studio, je me mets en colère contre Dieu. Ah bon? Ouais, je me mets en colère, mais une colère terrible. Hein, et puis, je me mets en colère et je dis que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, puis je mets un défi. Je dis, s'il existe, eh bien, de faire un bruit, de faire quelque chose, de se manifester. De se manifester, ouais. Je ne demande pas aux gens de me croire. Je le dis sincèrement, pas aux gens de me croire. Non, tu vas venir ici, vous nous raconter des sornettes non plus. Non, fais gaffe. Hein, ouais. Il y a une sorte de lumière qui est passée. Là, comme mon passage, j'ai prédit, mon mélange, je vous salue. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Et jusqu'ici. Et le lendemain, je vais à mon bureau. Je suis toute la matinée, ça s'est passé un vendredi, le samedi, je suis là, je réfléchis. Pour aller plus vite, j'appelle mon frère, j'ai dit, Bernard, les enfants cherchaient à joindre le professeur Godot. C'est le professeur qui gère tous les internes de France et de Navarre. On n'arrive pas à le joindre. Et je dis, Bernard, tu le connais? Il me dit, non, je vais essayer d'appeler le docteur Legendry. Et Bernard l'appelle, il me dit, le professeur Godot est au Bacroix. Il s'en va. Comme par hasard, ouais. Je monte au Bacroix. J'arrête le bus qui part. Le gars est à bord. Ouais. À bord. Je dis, il descend, il appelle la Ménard, il discute avec le chef de service à la météorologie, et il me dit, bon, monsieur, c'est la nature qui fait les choses, voici mes numéros de téléphone. Tous les numéros de téléphone que les enfants voulaient, en 24 heures, je les ai eus. Et c'est là que j'ai dit, je me suis posé des questions, et je me suis permis, et je le dis, hein, d'aller voir, c'était l'archevêque qui était là, c'était, mon Dieu, oublie son nom, qui était là, j'étais le voir. Pas Marie-Sainte, non. Non, pas Marie-Sainte. Après, oui. Son nom m'échappe. Méranville, là. Méranville. J'étais le voir, et je discute avec lui, de 17h jusqu'à 19h30. Et après avoir discuté, il se met debout, il me dit, permets-moi de t'appeler Pierrot.
Voilà. C'est une expérience que j'ai vécue. Il y a d'autres. J'ai vécu 2 autres expériences. Je ne vais pas raconter l'autre, parce que peut-être le temps ne va pas... Mais ça, c'est à ce moment-là. Et moi, quand j'entre dans une église, je médite. Mais tu ne vas pas à la messe tout ça? Non. Je reste là, je médite. En France, j'allais à Saint-Sulpice souvent. Ouais. J'entrais, je m'assieds pendant 1 heure de temps, je méditais et je partais. Voilà. Donc, on va arriver également là maintenant à ce qui nous a particulièrement interpellé ces derniers temps. Donc, tu découvres que tu as atteint d'un cancer du sang. Tu nous racontes la genèse de ce truc-là, comment ça s'est passé au début, et ce que tu as mis en place avec un groupe d'amis, de personnes, pour pouvoir justement contribuer à la lutte contre cette maladie-là, créer une espèce de banque de la moelle osseuse. Fais-nous part de cette dernière expérience qui est déterminante pour toi. Oui, alors, comme je l'ai expliqué dans l'autre reportage, effectivement, on a découvert que j'ai cette maladie. Cette maladie, bon, pour le moment, on la gère, on l'a très bien gérée, parce que c'est une maladie qui est très meurtrière. Hein, ça rigole évidemment, pas. Ça rigole pas. Alors, jusqu'ici, on l'a très bien... Une leucémie, pour ceux on l'a très bien gérée, grâce au docteur Wondouji à la Ménard et grâce à Gustave aussi, le docteur Boris à Gustave aussi. Bon, en étant à Gustave aussi, j'ai pu m'informer sur la maladie et les conséquences de cette maladie, et où je découvre qu'il n'y a que 2 donneurs, les Allemands et les Américains. Mm-hmm. Bon, et nous, par rapport à nous, comme on expliquait, que nous avons des gènes différents, nous sommes un mélange. Donc, il se peut que lorsqu'on vous donne une greffe d'un Allemand et d'un Américain, même si c'est compatible à 100%, il se peut qu'il y ait un rejet. Bon. Personnellement, c'est un de mes fils qui m'a donné, mais comme je l'expliquais, je suis à 50%. Les autres 50% sont dans la nature. Donc j'entre en rémission, mais bon, on va tout doucement, et c'est pour ça qu'il y a énormément de contrôle pour regarder l'évolution, si c'est positif ou négatif. Donc voilà. Bon, à partir de cela, étant là-bas, couché, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait tant de choses dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Je dis, bon, ben tiens, voilà, c'est au moment de se mettre dans une autre mission. Cette mission, c'est, bon, pourquoi pas ne pas créer cette banque de moelle osseuse à la Martinique qui servira à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique aussi, bien sûr, et Saint-Martin, toutes les îles sont à côté. Donc, tout ça, j'en ai parlé aux médecins en métropole qui sont ravis de ma démarche. Ici, j'en ai parlé au docteur Wondouji aussi, et aux élus responsables, collectivité, le président de la collectivité. Justement, nous avons un rendez-vous vendredi avec le président de la collectivité, M. Lechimi, et le docteur Wondouji. Nous avons un rendez-vous afin de discuter, de voir, de mettre en place. Et il y a d'autres personnes, quand l'émission que nous avons faite là, à amener d'autres personnes à venir se greffer, à m'appeler. Il y a eu vraiment un engouement. Les gens m'ont appelé, m'ont félicité, m'ont dit, bon, je suis avec toi, quel que soit ce que je dois faire, sera là. Donc, je suis très content pour le moment, mais ce n'est qu'un début, au balbutiement de cette chose-là, mais il faut que cette banque-là existe, parce que vous allez au 4e étage en hématologie, vous allez voir qu'il y a pas mal de monde là. Tu parles à la Ménard? À la Ménard. Ouais. Et ce que je suis en train de faire, parce que, comme je le disais, il y a 2 chercheurs au CHU de Tours qui ont fait des recherches pendant 5 ans et ont découvert que le chlordécone donne la leucémie. Donc, ça, c'est toutes des choses à voir, à étudier, à les faire venir. Je cherche des partenaires, à les faire venir en Martinique, à faire des colloques ici, à faire des réunions, à inviter tout le corps médical pour qu'on puisse en parler. Et afin que cette banque-là, qu'on n'ait pas ce souci-là, parce qu'on est obligé de partir là-bas, faire les greffes. Donc si on peut faire les greffes ici, ce sera très bien. Ouais, voilà. Donc on a constaté, là on va se tourner également vers les téléspectateurs, vers la population martiniquaise. L'appel a été lancé, hein, il était venu nous voir, etc. Dans une émission beaucoup plus courte, on a lancé l'appel. Évidemment, comment les gens ont réagi? Lorsque tu as parlé de ça, on a reçu beaucoup d'appels. Personnellement, j'ai reçu des appels. Est-ce que tu sens que ça interpelle le peuple martiniquais? Bien sûr, mais j'étais même étonné. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Je suis là avec toi, si tu as besoin de moi, je suis là ».
C'est formidable. Mais dans ton cas, il y a des gens qui ne savaient peut-être pas, puisque tu as gardé pratiquement, c'est pas moi, je ne vais pas dire la même énergie, mais tu es toujours dans l'action, quoi. Voilà, tu es toujours au taquet. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai eu la maladie, je suis parti vraiment sans rien dire à personne. Ah bon? Ah oui, discussion totale, ouais. Ah, discussion totale, sans rien dire à personne. Même à la Ménard, mon nom c'était en anonyme, sans rien dire à personne. Quand je suis parti, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu la difficulté qu'il y avait. Bon, il fallait surmonter tout cela. Et après, tu te dis, il y a une chose, si tu veux t'en sortir, c'est toi. C'est toi qui prends les piqûres, c'est toi qui prends... au moment où je suis arrivé, j'avais à peu près 30 médicaments que je ne prenais pas au jour. Ouais. 30 médicaments par jour. Alors, 10, tu as perdu, 10, c'est pas moi, 30 kilos. Mais j'ai perdu, tu perds du poids. Quand tu fais la chimio, tu perds du poids, tu fais tout ça. Donc, si tu es seul avec toi-même, il te dit, bon, ben... Qu'est-ce que tu fais? Soit tu plonges, soit tu avances. Moi, j'ai choisi d'avancer et de revenir sur ce que j'étais avant. Donc, je donne ça, même si au fond, il y a un combat que je mène toujours, il n'est pas terminé, mais j'avance et je donne tout ce que je peux, quoi. Voilà. Et puis pour moi, je dis, j'ai fait, j'ai vécu, mais il y a des gens qui viennent derrière. J'ai le devoir de donner, si je suis honnête avec moi-même, dans ma vie, eh bien, je dis que j'ai le devoir de donner. J'ai toujours donné. Parce que l'expérience de ma vie, quand j'étais petit, ça veut dire que quand j'ai commencé à dire que je travaillais pour les autres, c'est ça qui m'a permis de dire jusqu'ici, continue à faire pour les autres. Je fais pour les autres, mais on n'attend pas de retour. On ne va jamais avoir de retour. Celui qui va vous donner un retour, c'est celui qui n'a jamais été près de vous. Et c'est parce que l'expérience, ce que tu es en train de dire, c'est que l'expérience de la vie, c'est la vie qui te façonne. Il ne faut pas croire que c'est toi qui vas arriver à t'imposer. Donc tu suis le rythme de la vie. Et tu penses que tout ce qui t'est arrivé là, c'était prévu dans le plan. Je l'ai dit l'autre jour, c'est le destin. Tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas de hasard. Les gens qui parlent le mot de hasard, je pense qu'il faut l'enlever dans le dictionnaire. C'est le destin. Ta destinée, c'est ça. Qui a dit que je serais ici devant toi? Mais personne pensait qu'il a fallu que ça se fasse et que je sois là. Tu vois? Donc voilà, c'est le destin. Et puis on continue. Le jour où ça va s'arrêter, tu es dans un train, on t'a dit que tu es arrivé à ta gare, tu vas descendre. J'ai des amis qui sont partis, j'ai des fouets de balus, des copains qui sont partis. Bon, ben, le train a dit, bon, c'est fini, mon train, je sais pas où il va me déposer. Donc, pendant que ça roule, eh ben, je fais ce que j'ai à faire. Parce que, le mieux que tu puisses. Voilà, parce que si on ne se remet pas en question, on se dit, bon, ben, on est toujours dans une fête. Oui, je fais la fête, j'ai toujours fait la fête, mais en dessous de cela, en dessous de cette couverture-là, il y a toujours eu autre chose. Ouais. Qui fait que on a toujours vu Pierrot comme le flambeur, le fêtard. Mais oui, le fêtard, le machin. On porte un jugement, monsieur. Et puis monsieur Ravine pleure la télé. Mais ça a toujours fait des jaloux. Ça a toujours fait des jaloux. Mais moi, j'avais, mon Dieu, merci, cette force de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et j'ai toujours avancé dignement en dessous. Et je suis ce que je suis. Bon, et puis je suis apprécié par des gens aussi. Même si c'est une minorité, mais je suis apprécié par des gens. Et c'est ça qui fait ma force. Des gens qui sont proches de toi. Mais bien sûr. Il y a mon fils Jean-Charles. Eh ben, lui, il était un patron pendant ma maladie. Il t'a pas lâché d'une semaine. Il m'a pas quitté. Jean-Charles m'a pas quitté. Il était un patron pendant ma maladie. Et je le remercie. Il était un patron. Un regard plus général sur la société, effectivement, on voit qu'à travers toutes ces épreuves que tu as pu traverser, tu as rencontré des gens qui t'ont aidé ou tout le monde t'a parlé au mal, évidemment. Mais on est en Martinique, on ne peut pas faire... Mais si on peut parler juste cette partie, c'est parce qu'on a le temps de parler cette partie. Continue, oui. Ça nous... je regarde que notre société, nous avons un gros problème au niveau de notre jeunesse, nous avons un gros problème au niveau de notre éducation aussi. Les valeurs. Les jeunes ne respectent plus personne. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas pris en charge? Est-ce qu'il y a un manque une politique pour le travail, d'insertion? Je ne sais pas. Mais on a un problème à se poser ici parce que nous sommes arrivés, et je le disais, j'ai eu l'occasion, je le remercie que le président de la CTM est venu me voir en France pendant ma maladie. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, ce n'est pas possible que la Martinique
soit la plaque tournante mondiale de la drogue. C'est pas possible. Et lui me disait que, figure-toi, j'ai rendez-vous avec Macron pour en parler. C'est pas... Parce que une petite île comme nous, tout entre, il faut, comme je disais, il faut créer une police frontière maritime. Le jour qu'on fera ça, on va peut-être commencer à résoudre certains problèmes de fond. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez constaté, on a passé un moment extraordinaire avec ce monsieur qui est polyvalent, un homme de la nuit, un homme qui sait s'amuser, il pratique le sport, puis un homme également qui a souffert, qui peut-être a des leçons à nous donner de ce côté-là. En tout cas, Pierrot, un message, tu as 1 minute, parle à la jeunesse de ton pays. Parlez, Bayo. Adresse-toi à la caméra. Moi, à la jeunesse, je dirais que il est temps de se remettre en question, mais aussi je m'adresserai plus aux parents. Les parents sont les premiers responsables. On ne peut pas faire des enfants et ne pas assumer derrière. Les jeunes ne sont pas tellement responsables. Ce sont ceux qui font les enfants, qui doivent assumer le rôle de ces enfants-là, les conduire dans la vie, ne pas les lâcher. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Au moment où vous faites l'acte, pensez demain matin que vous mettez une créature sur terre. Alors, à ces jeunes-là, je leur dis, bon, soyez forts, réfléchissez, prenez du recul, parce que votre vie est constamment gâchée. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, on a passé un moment extraordinaire. Évidemment, c'était vraiment très, très, très sérieux. Il vous a interpellé. En tout cas, c'est ça également notre rôle à Zouk TV, toujours dans Que sont-ils devenus? Des expériences de vie. À très bientôt.